Vous écoutez la MIF Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. En grandissant, je me suis intéressé à plein d'autres choses, à la musique, à la photo, à la sculpture. Et en fait, ce qui masterisait tous les arts, c'était vraiment le cinoche. C'est pour ça que je te dis que ce carburant, pour moi, c'est hyper important dès que je peux le donner ou quoi, à ma petite échelle, tu vois, c'est trop important. C'est comme ça qu'on s'accroche dans ce métier, quoi. Je vois un potentiel de ouf, je vois qu'on peut l'emmener dans cette direction, et surtout, c'est un gars qui peut porter l'énergie que je veux dans mes films, quoi. Ça se voit qu'il a les épaules. Mais on entend toujours ceux qui ont réussi. Donc forcément qui disent « lâchez rien les gars, vivez vos rêves ». On n'entend pas les 99% qui ont foiré, quoi. Alors on est parti sur à peu près 3 quarts d'heure. À chaque fois je donne un chiffre mais c'est jamais le bon. On verra au montage de toute façon. Ouais, pas de problème. et déjà je suis avec le réalisateur Sébastien Vanissek. Bonjour Sébastien. Salut. Merci de m'accorder ton temps. Plaisir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Bah écoute, je suis réalisateur depuis, on va dire, quelques années professionnellement et de passion depuis au moins 15 ans, que je fais des courts-métrages avec des potes, avec des caméscopes qui traînent, que ce soit à mon daron ou au daron des potes, quoi. Et justement, comment t'en es arrivé là ? J'ai lu que t'avais emprunté de manière... Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu la même histoire que tout le monde, quoi. De base, je dessine, moi, je suis passionné de dessin, donc c'est vraiment l'image qui m'intéressait avant tout. Et en grandissant, je me suis intéressé à plein d'autres choses, à la musique, à la photo, à la sculpture. Et en fait, ce qui masterisait tous les arts, c'était vraiment le cinoche. Donc dès que j'ai pu avoir une caméra en main, que j'ai piqué à mon père, effectivement, j'ai commencé à filmer tout ce que je pouvais. C'était des insectes dans le jardin, après des vacances en Italie, et puis petit à petit de la fiction, quoi, à dire à des potes de faire les comédiens. Et on a fait, je sais pas, une centaine de courts-métrages qui sont quelque part sur un disque dur, à droite à gauche. Il y en a, ils sont perdus à jamais. Je savais pas transférer les rushs sur l'ordi, donc la qualité est dégueulasse. C'est 3 pixels sur 3, c'est horrible, mais je montais sur Windows Movie Maker et en fait je m'exerçais, quoi, tout simplement. Enfin, je me rendais pas compte, je faisais ça vraiment pour le kiff, mais en fin de compte, maintenant je me dis c'était la meilleure école, quoi. Je me suis exercé pendant toutes ces années, j'ai fait des films, j'ai fait que ça, j'ai fait du montage, j'ai fait de l'After Effects dès que j'ai pu mettre la main dessus, j'ai fait de l'étalo dès que j'ai pu, enfin voilà, j'ai appris à faire des films sans m'en rendre compte, en fait. Ah, t'as vraiment eu le parcours qu'on conseille. Alors, faites-le par plaisir, ensuite... Ouais, faites-le sans idée derrière la tête, et puis on va voir ce qui se passera. Et puis si la passion devient un métier, c'est magnifique. Mais moi, ça a mis du temps, hein. J'ai fait plein d'autres métiers avant, mais j'ai toujours fait des films sans jamais un jour me dire je vais le faire sérieusement, quoi. Ok, on peut commencer par le commencement. Au début, tu faisais de la BD, j'ai vu un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais, me raconter des histoires, en fait, avec le dessin, dès que j'ai pu. Et puis surtout beaucoup de rugby, quoi. Moi, c'était un peu mon objectif de base. C'était ma passion première, quoi. Mais le dessin toujours, l'image toujours, et puis voilà, naturellement, comme je t'ai dit, la réalisation, ça masterise tout, quoi. Pour moi, c'est mon amour de la musique, mon amour du son. Enfin, tu verras les gars avec qui je bosse, ils te diront que je passe peut-être autant de temps en studio à travailler le son des films qu'à les réaliser sur place, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement des trucs qui me passionnent, qui m'intéressent, que le moindre truc qui se passe à l'image, que ce soit un canapé qui grince, un ressort qui est pas assez rouillé ou un truc comme ça, et je voudrais qu'il soit là, quoi. Enfin, mais c'est vraiment que du plaisir, quoi, à tous les niveaux, quoi. Oui, un gros travail sur la texture. Je mettrai plein de liens, surtout le lien de ton Vimeo si ça te va, en description. Et celui de ton Insta, parce qu'il y a aussi tes dessins dessus. Ouais, il y a quelques dessins, ouais, c'est vrai. Est-ce que dans ton enfance, il y avait cette ambiance chez toi ou pas du tout ? Non, c'est pas tellement le cinoche, c'est pas tellement j'ai pas eu la chance qu'on me montre le cuirassé Potemkin quand j'avais 5 ans, quoi, tu vois. On m'a pas éduqué à ça. Par contre, on va dire que
qu'il y a quand même une fibre artistique. Mon grand-père dessinait hyper bien, ma mère peint beaucoup, donc il y a quand même quelque chose qui se transmet de génération en génération. J'ai l'impression que j'ai un peu pris de tout le monde, quoi. C'est que mes sœurs sont beaucoup plus scientifiques que moi, on va dire. Et moi, j'ai l'impression, peut-être toutes les fibres artistiques de la famille qui se sont réunies en moi. Enfin, c'est assez marrant. Et voilà, mon grand-père, c'était aussi le rugby, tu vois, mais il dessinait à côté, donc il était un peu comme moi, c'est-à-dire les deux côtés qui sont un peu paradoxales, tu vois, d'avoir le sport et puis l'art à côté. Mais baigné dedans, je veux dire, on m'a pas éduqué à ça. Mais par contre, je l'ai vu autour de moi. Et quand j'ai dit que je voulais faire du cinoche, etc., bien sûr que j'ai de la chance, j'ai des parents qui m'ont jamais retenu de faire les choses. Mais on va pas dire non plus qu'on m'a fait comprendre que oui, c'était un métier, quoi. Moi, il y avait la crainte forcément de l'échec. On m'a toujours dit que, enfin, j'ai toujours cru qu'un métier c'était se salir les mains, c'était transpirer, c'était pas quelque chose d'agréable, quoi. Il a fallu quand même quelques années pour comprendre que non, on pouvait quand même prendre du plaisir et gagner sa vie comme ça, quoi. C'est un peu particulier, quoi. Moi, je crois qu'on a la même. Je pense qu'on est beaucoup à avoir la même enfance, mais mon père travaille à Rungis. J'en parle à plusieurs personnes. En fait, voilà, c'est ça, c'est des parcours qui se ressemblent et on est pas mal à se reconnaître dans le fait que, ouais, on n'est pas né dans des familles qui nous ont tout de suite dit, mais vas-y, mais sois peintre, sois sculpteur, tout ça, parce que c'est pas des métiers, c'est pas acquis que ce soit des métiers et qu'on gagne sa vie comme ça, quoi. À quel moment t'as eu le déclic de dire là je peux y aller? Compliqué. Ça s'est fait sur une longue période, peut-être? Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est marrant parce que quand je replonge dans mes souvenirs, je me dis j'ai jamais trop réfléchi à ma carrière. En tout cas, quand je repense à mon adolescence, j'ai jamais pensé à ma carrière future, en fait. Tu vois, j'étais peut-être naïvement trop dans le plaisir de faire du rugby à un bon niveau et qu'on me dise autour de moi que j'avais un certain niveau en dessin, etc., que je me suis dit ouais, je vais trouver de quoi vivoter là-dedans, quoi. Je sais pas, j'ai jamais je me souviens pas avoir pensé à ma vie d'adulte, en fait. Okay. Donc, du coup, le déclic, je pense que non, ça s'est fait sur le long terme, petit à petit, événement après événement, quoi. Le rugby, le moment où tu comprends que non, tu feras pas carrière là-dedans, clairement pas. Le moment où t'es paumé dans tes études et puis tu commences à taffer, du coup, pour gagner ta vie, pour être indépendant. Tu vois tes potes, eux, qui continuent leurs études, qui réussissent pas mal, qui ont leur premier SMIC alors qu'on a 20 piges et que t'es là, putain, comment ils font et ils ont leur appart, et puis toi, t'es dans ton appart à toi qui est encore à Noisy, qui fait 10 mètres carrés et tout, et tu bosses à Super U, et donc tu commences à te dire, mais je peux pas bosser à Super U toute ma vie, et puis plein de taf. Après, j'ai fait un long voyage où j'ai voulu déconnecter complet en Océanie, et en fait, juste avant de partir sur ce voyage qui a duré 6 mois, un truc comme ça, au final, qui m'a coûté pas grand chose parce que j'étais en sac à dos et que je faisais tout à l'arrache, quoi. Mais en fait, ça a été peut-être là ce déclic. Juste avant de partir, j'avais fait un moyen métrage avec tous mes potes, en fait, qui s'appelait Maravnachav, et en fait, ce moyen métrage 52 minutes, fait à l'époque, la fameuse époque des 5D. Je l'ai projeté pour le plaisir, mais on avait fait une projection devant tous nos potes et la famille, etc. Ça avait quand même, il y avait 300 personnes dans une salle, c'était super cool. Et ouais, voilà, tu sais quoi, je crois que c'est là le déclic. C'est que derrière, après ce truc-là, je me dis, ok, bah, je vais partir pendant 6 mois pour faire le point. Peut-être que je reprendrai des études d'architecte derrière, je vais trouver quoi faire. Et je veux tirer une dernière cartouche, c'est faire un festival avec les 2 films au téléphone portable. Et du coup, juste avant de partir, on fait le Mobile Film Festival, où on fait un court-métrage de 1 minute. C'était 1 minute, un mobile, et à l'époque, on était du coup en 2012. Donc je fais un truc sur le 21-12-2012, la fameuse légende de fin du monde. Et en fait, invasion extraterrestre avec mon meilleur pote qui voit une invasion, qui est témoin de un truc un peu à la Neil Blomkamp, tu vois. Et puis au bord d'une rivière dégueu sous un pont, il trouve un extraterrestre qui l'attaque. Voilà. Ouais. Donc, c'était une langue de bœuf.
qu'on a acheté au supermarché à côté. On a mis des fils pour la faire bouger, etc. C'est bien gore et bien réaliste. Voilà, bon, en tout cas très marrant à faire. Et après je suis parti. Et en fait j'étais en Australie et mes potes m'appellent pour me dire ouais, on a eu un prix à la soirée machin et tout. Je fais mais comment ça, première fois qu'on a un peu de reconnaissance. Ouais, les gars ont trop kiffé machin. Quand tu reviens, faudrait que tu rencontres les gars du jury. Les gars du jury, il s'avère que c'était les gars de Bref qui explosaient partout à l'époque. Du coup, je me suis dit, je rentre tout de suite, parce que vraiment, je sais pas, j'ai senti un truc de c'est le destin, faut que je rentre maintenant. Pas du tout un spoiler, c'était pas du tout le destin. Okay. J'ai pas du tout gagné ma vie avec le cinoche derrière, j'ai travaillé à Disney et tout. Mais non, mais j'ai rencontré le producteur Harry Torgman et c'était une super rencontre en fait. C'était le premier gars vraiment du métier que je rencontrais, avec qui on a parlé et qui m'a dit, qui reconnaissait un peu ce que je faisais, quoi, qui a vu mes courts-métrages derrière et qui me disait vas-y, il faut que tu fasses ça, 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 faut que quand t'écrives tu saches de quoi tu parles et tout. Moi je sais pas écrire un scénario, pas de formation là-dedans, je ne sais pas comment on fait, donc et ce gars-là m'a un peu aiguillé là-dedans et après j'étais rentré de voyage, donc il fallait bien que je taffe, donc j'ai travaillé à Disney, ouais, c'est ça. Et le soir, je rentrais et je me souviens que là, ça y est, je commençais à vraiment taffer sur des courts-métrages. Ça t'a pas forcément permis de gagner ta vie directement, en tout cas ce prix-là, mais ça t'a donné peut-être déjà les contacts pour après et aussi surtout la motivation de dire ok, c'est accepté par mes pairs, donc je peux vraiment faire quelque chose. C'est ce que j'appelle le carburant en fait. Et pour moi, c'est hyper important au point où j'en suis dans ma carrière et dans le futur de toujours donner du carburant aux autres qui font ce métier, qui veulent faire ce métier, qui sont au tout début ou au milieu ou j'en sais rien, mais de toujours donner ce carburant parce que moi c'est quelque chose, j'en étais dépendant en fait. Je ne marchais qu'au carburant, c'est-à-dire je rencontrais un mec, un réalisateur, un producteur qui me disait juste c'est bien ce que tu fais et c'est tout, mais ça me donnait du carburant pour 6 mois et je m'accrochais que à ça quoi. Et du coup, c'est vrai que Harry est le premier gars qui m'a dit ça, donc je me suis accroché à ça et je me suis dit ok, je vais faire des films et du coup, je bossais à Disney et le soir, j'écrivais des trucs, j'écrivais plein de choses. Et il y a un producteur qui est maintenant un pote qui s'appelle Étienne et qui lui montait son association dans le 93 en fait d'artistes, de graffeurs, de musiciens, de gars du son, enfin voilà, que des gars du 9-3 et en fait il y en avait pas mal que je connaissais parce qu'on a grandi ensemble et tout ça. Et Étienne vient me voir en me disant ouais, j'ai vu ton moyen-métrage, j'ai vu ce que t'avais fait au Mobile Film Festival et tout, voilà, moi je suis à la recherche de gars un peu comme ça, si t'as des projets vas-y. Et moi j'avais écrit un truc qui s'appelait Mayday et en fait qui était juste un crash d'avion archi violent de 10 minutes ou une histoire qui a ni queue ni tête, mais c'était pour faire de l'image, du son et pour arracher des têtes un peu quoi. J'avais envie de cracher les trucs sur l'image et du coup on développait ça pendant mon temps libre en fait. Et puis il y a un moment où on a fait une cagnotte en fait pour développer ce film. On a chopé 2 000 €, un truc comme ça, et puis on est parti 2 jours tourner à Orly dans un avion et tout, et j'ai tout envoyé. C'est mon meilleur pote qui est premier rôle, on a fait un petit casting pour les seconds rôles et tout. Première expérience entre guillemets avec une équipe, etc. Et c'était trop cool, on s'est trop marré et tout, c'était vraiment des vacances quoi. Et encore une fois, voilà, c'était sur mon temps libre, c'était un week-end sur mon temps libre, on a fait toute la post-prod sur mon temps libre, sur le temps libre de tout le monde, c'était pas payé forcément, donc du coup, la post-prod a dû prendre 1 an, parce qu'en plus un crash d'avion, vu comment je suis relou en son, il y avait au moins 150 pistes, tu vois, c'était Transformers le truc. Il y a une ambiance sonore incroyable, vraiment. Déjà visuelle, c'est certain, mais une ambiance sonore incroyable. C'est mon gars sûr, c'est César, et ça fait partie de ces gars-là avec qui je taffe encore aujourd'hui, et que aujourd'hui je développe mon long, et c'est avec ces gars-là. Enfin, j'ai la chance de m'être construit une équipe au fur et à mesure des années, et c'est les gars qui viennent avec moi, et on continue à faire les trucs ensemble, et Inch'Allah, si on va très loin, on ira très loin tous ensemble, quoi. C'est-à-dire que moi, je réalise, certes, je suis à l'origine de l'idée, je fais machin, mais après, je suis qu'un chef d'orchestre. C'est-à-dire que je veux le meilleur violoncelliste, je veux le meilleur violoniste au clavecin, tout ça. Et ces gars-là, j'ai la chance de les trouver. Donc, j'ai un chef-op que j'adore, qui est un très bon pote à moi. J'ai mon meilleur pote qui est cascadeur, qui me fait les stunts. J'ai César Rosson, j'ai plein de gars à tous les postes. T'es bien entouré. Ouais, c'est vraiment des potes, quoi. C'est-à-dire qu'on se voit aussi en dehors pour faire complètement autre chose que du cinoche, quoi. Mais c'est voilà, je fais une parenthèse pour quand même dire que réalisateur c'est très cool, mais on est personne sans les gars qui nous entourent, quoi. Et donc voilà, Mayday, et puis après Mayday
Mayday qui a super bien fonctionné en festoche. On a fait le tour du monde avec ça. Enfin, le film a fait le tour du monde. Une quinzaine de prix, une cinquantaine de festivals. Ils nous invitent pas. Mais ouais, festival de films de genre, donc c'est hyper trash, c'est du public vénère, mais c'était très cool de voir Mayday. De toute manière, c'est un film c'est un film sensoriel. Faut pas le voir en se disant ok, je vais analyser le film, sinon ça fonctionne pas. Faut juste le prendre dans la gueule et c'est comme ça un peu que je me suis fait. Une petite image où on repérait un peu ma petite griffe quoi, que je faisais ce type de film. Et après direct après Mayday avec Étienne on a commencé à écrire Crow et il m'a présenté Vincent Morvan était mon assistant réalisateur sur Mayday et du coup c'est un auteur aussi il gagne sa vie comme ça et du coup on a écrit tous les trois sur mon idée originale de plonger dans les combats de chiens. On a écrit le scénario de Crow. Et pareil, encore une fois sur mon temps libre, j'étais toujours à Disney. Mayday a rien changé, je taffais à Disney. Et puis Crow est arrivé et là je t'explique tout ça pour te dire comment entre guillemets c'est devenu pro quoi. C'est-à-dire qu'après Crow, il y a Crow grâce à Étienne qui était parti à La Ruche Productions parce que lui aussi il se fait repérer en tant que producteur, bien sûr. Et ben il l'emmène dans ses bagages Crow et il le propose à La Ruche qui dit ok développons-le quoi. Quand on développe un court-métrage, c'est bien sûr pas payé. L'écriture du scénario n'est pas payée. Après, je sais pas, dans d'autres boîtes peut-être, mais là, en l'occurrence, non, c'est pas payé tant qu'il n'y a pas eu un apport de quelqu'un. Et nous, notre premier apport, c'était le CNC. On a chopé le CNC. Grâce au taf, bien sûr, d'Étienne, qui s'était merdé pour qu'on soit aux bonnes sessions, pour machin, avoir des retours, réécrire, truc. Et puis, on finit par choper une aide à la production du CNC. Okay. Et après, voilà, en règle générale, quand il y a le CNC, c'est un peu un effet boule de neige, tout le monde s'aligne, quoi. Et donc, il y a eu France 2, il y a eu je sais plus quelle aide du Nord, et puis de la Belgique, et puis machin, et puis tout s'est accumulé, et puis jusqu'à obtenir un truc genre 150 000 euros de budget, quoi. À partir de ce moment-là, du coup, c'est là que je me suis dit, c'est pro, en fait. Moi, je vais être payé pour le faire, je vais avoir des droits d'auteur sur l'écriture et tout ça. Et je peux pas continuer Disney parce que là ça va me prendre 1 an de ma vie de faire ce court-métrage, de la prépa au tournage. Et du coup j'ai pris le risque de quitter Disney parce que je pouvais pas continuer à mettre des ceintures et à côté faire ça. Donc j'ai pris le risque de quitter Disney et puis jusqu'ici ça va dans le bon sens. Il y a eu encore beaucoup d'autres courts-métrages, etc. Après, je commençais à vraiment gagner ma vie en écrivant, etc. Avoir des développements à droite à gauche. Et puis aujourd'hui, je développe mon long grâce à en fait, tout ce travail, quoi. Mais il y a zéro règle, quoi. C'est que je te dirais que ce long-métrage, je travaille dessus depuis 15 ans, en fait. C'est-à-dire que l'écriture, en soi, c'était ces 6 derniers mois. Mais non, c'est 15 ans de tout ce qu'il y a eu comme galère, de cours, de courts-métrages, de mini-métrages, de pseudo-séries qui devaient se faire, qui ne sont pas faites, des longs-métrages qui ne sont pas faits, des trucs, c'est tout ça, quoi. Et donc, en fait, c'est devenu un truc professionnel sans que je m'en rende compte, quoi. Voilà. Sinon, moi, je travaillais à Disney, j'avais un rêve dans un coin de ma tête, mais je mangeais grâce à Disney, quoi. Et Crow, c'était en quelle année ? Crow, c'était en... le début du coup de cette histoire. C'était direct après Mayday, c'était en 2014-2015 je crois qu'on a commencé à écrire dessus et puis ça a été financé en 2017, tourné en 2017 et sorti en 2018. Et voilà, moi je suis parti Disney je crois du coup en 2017. Ouais. Ok. Avec Olivier Barthélémy, rien que ça. Ouais, super. Incroyable acteur. Pour moi, bosser avec ce gars-là. Chétan, ça fait partie quand même des films qui m'ont un peu forgé, quoi. Et du coup, d'un coup, le recevoir pour un... Enfin, c'est-à-dire que... faut pas le dire, mais à peine on s'est assis pour lui dire bonjour, pour ça y est, on fait le casting, il avait le rôle, je le savais, tu vois. Parce que je savais ce qu'il pouvait donner, et puis c'est un animal, et puis Crow, c'était vraiment un film de Kleps, où je voulais que les humains soient animaux, et justement humaniser les animaux. Donc lui, il fallait en faire un Kleps, et puis il a ça dans le sang, et donc c'était terrible de tourner avec ce gars, quoi. C'était vraiment super. Allez, viens là, toi. T'as vu comment tu fous la merde, toi? Allez, viens là. Assis, j'ai dit. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont permis d'avancer plus vite? Des gens qui t'ont aidé? Ouais, je pense vraiment, le premier qui me vient en tête, c'est Étienne. Je pense que vraiment, ce gars-là, il a vu un truc en moi et
On a eu des hauts et des bas, relation de réal avec producteur, quoi. Mais il a toujours été là, toujours soutenu, toujours à fond. Hyper motivé par mes projets. Non, c'est le premier qui me vient en tête. Je pense à Harry aussi, bien sûr, Harry Torchman, le producteur avec qui je travaille actuellement, qui est le premier à m'avoir donné ce carburant dont je te parlais tout à l'heure, quoi. Et c'est très important. Et même si je bossais pas avec lui aujourd'hui, je t'aurais répondu la même chose. Non, mais ça fait partie des gens qui, à ce moment-là, m'ont dit des choses qui m'ont aidé à avancer. Et au moment où c'était à son tour, c'était à Olivier, quoi. Olivier qui a beaucoup cru en moi, Olivier Barthélemy, et qui m'a accompagné sur beaucoup de choses, qui m'a présenté beaucoup de producteurs. Dès que Crow est sorti, j'ai fait pas mal de rencontres qui ont été très cool et qui m'ont donné tout le temps le carburant et cette force de continuer, parce que je suis pas non plus infaillible mentalement, tu vois. Genre, je peux me dire à un moment, vas-y, c'est bon, j'en peux plus, j'y arrive pas. Je vais faire autre chose. Ouais. Et puis en fait, non, il y a toujours cette rencontre, ce truc qui me dit, ah ouais, mais quand même, si lui il me dit ça, c'est que je dois m'accrocher, quoi. Et donc du coup, et encore, je te dis ça, j'en aurai encore besoin dans les 6 mois qui arrivent, voire l'année prochaine. Je sais pas de quoi demain est fait dans ce métier, on sait pas. Et voilà, c'est pour ça que je te dis que ce carburant, pour moi, c'est hyper important dès que je peux le donner ou quoi, à ma petite échelle, tu vois. J'ai encore tout à prouver, mais je reçois des messages de temps en temps de gens qui aiment ce que je fais, ou des comédiens, ou plein de gens qui ont envie de recevoir. Et moi, j'essaye de donner au max, parce que c'est trop important. C'est comme ça qu'on s'accroche dans ce métier, quoi. Justement, tu me disais au téléphone, quand c'est au téléphone la première fois, tu me parlais de long métrage, et c'était un peu ta façon de donner du carburant, ou je me trompe? Bah en fait, long métrage, il y a eu quand même l'épisode Covid qui arrive en plein milieu, c'est-à-dire que moi j'avais quand même j'avais un gros développement sur l'adaptation en long métrage de Crow. Ça se passait très très bien, il y a eu plein de choses qui se sont passées autour, et on a eu un confinement dans la tête avec vraiment quand t'es au balbutiement de ta carrière dans le long métrage et tout, bah t'es squeezé très très vite, quoi. Enfin, on s'en fout un peu de toi. Donc du coup, le confinement fait que personne m'appelait, quoi. Enfin, j'étais pas du tout intéressant. On n'était pas celui dont on allait prendre des nouvelles au sujet de son film, etc. Donc du coup, ça a été vraiment archi dur en termes de taf, parce que j'étais au début sur la rampe de lancement et d'un coup on m'annule le truc, donc ça a été un peu compliqué. Et après, quand on est sorti du confinement, il y avait 2 solutions. Soit je me retrouvais un taf et on repartait sur d'autres choses, et je reprenais sur des bases où je me dis, allez, c'est des bases saines, on reprend à zéro, machin, mais je me disais, je fais un peu machine arrière. Soit je me sortais les deux, je disais, allez, j'envoie, je refais des films comme je faisais avant, je me prends pas la tête, on sort une caméra, j'appelle mes potes et puis on va filmer des choses comme ça, on refait de l'image et ça va nous faire du bien. Et lourd métrage est né comme ça, en fait. Mes potes de Noisy, qui sont pas du tout du cinéma, qui eux aussi ont pris un coup derrière la tête avec le confinement et tout, j'ai dit, les gars, venez, on va faire des films. Et puis ils se sont dit, vas-y, pourquoi pas. Maintenant, aujourd'hui, ils sont surpassionnés par ça, mais à l'époque, c'était un truc genre, ouais, on va voir, quoi. Sans eux, on n'aurait rien fait, donc c'était terrible à faire. Et puis rencontre avec Jérôme Niel aussi, super, quoi. C'était trop cool de rencontrer un gars qui regarde mes films, et en fait, dans les 10 minutes, me dit, viens, on s'appelle, j'ai vu tes films, quoi. Et ça n'arrive pas, hein. Faut dire une chose, dans le ciné, ça met 40 jours à lire un projet, ça met 2 mois à regarder un film, à faire des retours, c'est monstrueux en termes de temps, c'est chronophage à souhait, et lui, en fait, non, j'ai tout de suite senti un gars super naturel, en fait. Et j'ai l'impression qu'il est tourné vers l'autre et pas du tout, enfin très peu vers lui. J'ai l'impression vraiment qu'il est hyper généreux. Et donc du coup, lourd métrage, quoi. C'était la définition de ça. C'est né comme ça, et fallait que ça vive avec des gars comme ça. Et en fait, on s'est vu. Il m'a reçu à sa prod et je lui ai parlé du projet de Zer. Je lui ai dit, gars, j'ai pas de scénario, j'ai pas écrit de scénario, j'ai un séquencier, juste il va se passer ça. Et juste parce que j'ai envie de tourner, mes potes ont envie de tourner, on a sorti une caméra, et voilà, je peux pas te garantir plus. On va bien bouffer, on va kiffer, ça va être très bien, mais voilà, t'auras pas de salaire, il y aura pas de truc, on se démerdera, on vient te chercher, on te ramène chez toi et tout. Et en fait, il a dit oui tout de suite. Il a dit, ouais, je veux faire ça, je veux faire de la cascade, je veux ce personnage, je trouve ça couillu, on y va. Et puis je vais te filer des coups de main, parce qu'il nous a trouvé une salle de théâtre pour faire l'intro. Il
a participé, quoi. Il a pas juste fait la star qui se fait amener, qui joue son rôle et qui se barre, quoi. C'est ouf, t'as eu le culot d'assumer ta fébrilité un peu ou ta défaillance, quoi. Mais je le conseille parce que il faut que la faiblesse, il faut que la fragilité, il faut pas que ce soit une faiblesse. Donc il faut que quand les gens débarquent dans ce milieu et qu'ils sont fragiles, et ce qui est le cas de tout le monde, on débarque, on sait pas ce qu'on fait là. Et ben il faut que ça devienne normal, que ce n'est pas une faiblesse. Que quelqu'un qui est fragile, et ben c'est cool, bah vas-y, viens, je vais te montrer et tout ça. Et peut-être que c'est pas fait pour toi, et tu vas lâcher et c'est pas grave. Parce qu'il y en a des milliards d'échecs et c'est pas grave. Et peut-être que tu vas trouver ça trop bien et tu vas vouloir continuer. Et en fait, ouais, j'avoue que ouais, je suis allé vers Jérôme en lui disant bon gars, voilà, j'ai fait que des courts-métrages, je suis personne, peut-être je ferai pas de cinéma dans ma vie et tout. Mais lui, il a dit ok, je kiffe ce que tu fais. Et ta démarche, elle est bonne. Et puis ouais, je veux bosser avec des humains cool, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'était une super rencontre et qui me conforte dans le truc le cinéma, il est fait pour personne, quoi. Il y a personne qui a sa place dans le cinéma en soi, hein. Même si on dit les fils d'eux, etc., c'est peut-être aussi dur pour eux au final de se faire une place parce qu'ils ont un nom qui est super dur à porter, mais c'est fait pour personne. Donc du coup il faut s'arracher quoi qu'il arrive et accepter ses fragilités parce qu'on en a tous. Après je te parle de cinéma parce que voilà, c'est mon domaine. Ouais. Mais j'ai travaillé comme toi dans 1 milliard d'autres trucs et tu vois bien que c'est partout pareil. Les gens qui arrivent et qui sont un petit peu fébriles, il y a 2 solutions. Soit on les prend de haut tout de suite, on les écrase. Ça en général c'est les gens qui sont plutôt eux-mêmes fragiles parce que pour moi écraser quelqu'un c'est vraiment aucun respect pour ces personnes, quoi. On est d'accord là-dessus. Et alors que les aider à faire quelque chose et tout, je te dis aider, hein, du carburant, hein, il suffit de répondre à un message sur Instagram. Ouais, j'aime bien ce que tu fais, voilà, est-ce que tu penses tu pourrais regarder ma bande démo? Je check ta bande démo, je te fais mon retour en 2-2, ça me prend rien, je te garantis, on va pas tourner ensemble. Malheureusement, j'ai besoin de bosser avec des gens qui sont meilleurs que moi. Tu vois, donc je suis pas encore au stade où je peux me permettre de prendre des acteurs pas connus et leur dire bon ben gars, je vais te lancer ta carrière, je suis pas Audiard, tu vois. Ouais. Donc malheureusement je peux rien faire pour eux, mais je peux juste, si tu respectes mon travail et que t'aimes bien mon travail, ben, je peux te respecter à mon tour et te dire bon bah voilà ce que j'en pense de ta bande démo, quoi. C'est à moindre des choses et voilà, le long-métrage est né pour ça et aujourd'hui si demain ça pouvait vivre sans moi, le long-métrage, ce serait mortel, quoi, que des gars reprennent le nom et continuent à faire des courts-métrages dans leur coin avec ce truc-là et que ça devienne un truc de voilà, c'est pour les gars qui ont juste envie de faire du cinoche, qui n'ont pas leur place, qu'on leur place nulle part, mais juste ils ont envie. Ce serait mortel, quoi. Parce qu'on ne prépare pas nos films comme des pros, quoi. Juste on les fait, quoi. Et ça, c'est... Bah, ça se ressent. Et puis c'est ouf, mais vous le rendez bien pour le coup pour Jérôme Niel, j'allais dire Xavier Niel. Non, Jérôme Niel, c'est pas le même. Son daron. C'est pas le même. Bon, ils jouent tous les deux, mais bref, pas sur le même terrain. Ouais, non, pour Jérôme Niel, incroyable. Il m'a tellement impressionné. C'est une énorme surprise pour le coup. Il joue si bien ce rôle, mais on s'y attendait pas du tout. Moi, je m'y attendais vraiment pas. Bah, je sais pas. Alors, honnêtement, moi, je l'ai toujours dit, je le connaissais pas de ouf. C'est-à-dire qu'on m'en a parlé en me disant. C'est un pote qu'on a en commun en fait qui m'a dit j'ai bossé avec lui, archi cool et tout, je pense qu'il va aimer tes films, t'as besoin de quelqu'un pour jouer dans Zer machin, voilà, je peux lui parler de toi. Je dis vas-y grave, je suis chaud, et puis en secret je vais sur YouTube et puis je tape Jérôme Niel, quoi. Puis je fais ah oui bon, comme tout le monde les tutos, ouais, je me rappelle le mec qui gueule, d'accord, je vois Studio Bagel. Ok, je vois un petit peu le délire, YouTube, tout ça. Et je suis ce qu'il fait, je me dis, je suis pas archi fan, mais putain, ça se voit qu'il est fort, quoi. Ça se voit, je vois un potentiel de ouf. Je vois qu'on peut l'emmener dans cette direction, et surtout, c'est un gars qui peut porter l'énergie que je veux dans mes films, quoi. Ça se voit qu'il a les épaules. Ça se voit que vraiment, voilà, cramer des caisses à côté de sa gueule, le mec il sera là, quoi. Il va se rapprocher de la voiture et y a pas de problème, je le sentais. Et en fait on se rencontre et d'abord c'est une rencontre humaine, quoi. Tout de suite on a les mêmes rêves, tout de suite on a les mêmes envies de cinoche, il y a un ping-pong qui se fait très facile et en fait je me dis mais j'aimerais bien que toi aussi t'aies un intérêt à tourner avec moi et que du coup tu puisses
faire des choses qu'on te propose pas, faire les rôles qu'on te propose pas, en tout cas pas encore, en tout cas à l'époque. Et il s'y retrouve. Dans Zer, dans Pas bouger, il y a un truc de on le voit faire ce qui fait pas encore ailleurs. Et voilà quoi, en fait, mais c'est surtout de l'humain quoi. C'est vraiment, c'est trop de chance. Les coups de foudre artistiques comme ça, c'est vraiment trop de chance. J'aurais pu tomber sur un autre type de mec, mais lui, ça a matché direct. Et je savais ce serait une frappe dans les rôles que j'écrirais, notamment celui de Pas bouger quoi. Je savais qu'il a pas besoin de texte, qu'il a pas besoin de faire rigoler la galerie, que de toute manière en le mettant dans ce contexte avec une coupe au bol de ouf et tout, il se dégagera quelque chose de lui dans ses yeux, dans les veines, dans sa mâchoire, dans tout ça quoi, parce qu'il l'a. Et là il a des belles choses qui sont devant lui et qui vont arriver, et je suis très content pour lui que il se fasse sa place dans le ciné, parce que il va avoir contribué aussi un petit peu. J'espère. Enfin, ce serait un truc de ouf que ce soit le cas, parce que il a vraiment des grosses choses qui arrivent avec des super réals, et bon, je pense que bon, il a roulé sa bosse avant que j'arrive quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il va pouvoir montrer à tout le monde que c'est un acteur. Il a un super one-man show qui cartonne et tout. Et il est très drôle, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est un putain de comédien. Et ça va dans les années qui arrivent. Mais tu sais, je suis personne pour dire ça. On dirait que j'ai 15 ans de métier et tout. C'est juste mon ressenti par rapport à ce gars-là, quoi. Bon, ça me fait penser forcément à Vincent Cassel à l'époque de Courtrage, mais il était déjà un petit peu connu à l'époque, où il avait déjà eu ses marques, et puis Courtrage, mais son passage dans Courtrage, mais en tout cas ses passages. Ouais, il avait fait La haine, je crois, mais en fait ce qu'il a fait, Cassel, il a filé du carburant à ces mecs-là, quoi. Ouais. C'est que c'est tellement honorable ce qu'il a fait, quoi. Il avait besoin de personne à ce moment-là, et puis il a kiffé ce qu'il faisait. Il a dit, les gars, je vais vous filer un petit coup de main voilà, en toute humilité, je viens apparaître dans vos courts-métrages. Et puis il n'y avait pas d'oseille, il n'y avait rien, une régie de merde et tout. Et puis en slip kangourou, je crois, voilà, pour les premiers. Et puis il va faire du kung-fu, et puis il dit ouais, c'est gaulerie, je vais le faire. Et en fait, il a filé du carburant à ces gars-là, et aujourd'hui, ces gars-là, c'est Kim Chapiron, c'est Gavras, c'est Lajli, et c'est trop bien. C'est sûr que Courtrage, mais ça nous a tous fait rêver quand on était petits, quoi. Franchement. Cette utilisation du fisheye là, putain, j'ai acheté un fisheye directement quoi, quand j'ai vu ça. non, c'est sûr que le long métrage c'est pas innocent, hein, clairement. Il y a cette idée de collectif, tu vois. Puis après bon, peut-être il y a aussi le rugby qui m'influence là-dedans, tu vois. Mais pour moi l'esprit d'équipe, le truc de monter tout ça, et je sais pas, quand je tourne un film, pour moi l'ambiance en dehors du plateau elle est aussi importante que la qualité du film lui-même. Pour moi un tournage c'est une aventure, et du coup c'est hyper important d'emmener toute une équipe dans une bonne ambiance, et d'emmener toute ton équipe vers une super destination, un super projet, enfin un truc, non seulement on en sera fier, mais on aura kiffé l'aventure quoi. C'est hyper important. Et Courtrage, je pense que ça devait être un kiff total. Le fait de faire Chétan, c'est vraiment l'accomplissement total de tout ce qu'ils ont fait avant, quoi. C'est d'arriver à faire un long. On a 25 piges et on fait un putain de long, et on a Canal+, et on a Cassel en premier rôle, et puis les autres c'était des acteurs pas connus, et puis on va mettre nos potes. Leila Bekti, hein. Leila Bekti qui était personne, Bart, et puis Lajli qui avait joué dedans, et puis Nico Le Fatan. Et ouais, c'était personne quoi, ces gars. Et donc, c'est marrant, mais il l'a écrit avec son père. Il l'a écrit avec son père, ouais. Après, ils sont nés dans des familles d'artistes. Les Kim Chapiron et Gavras, ils ont eu cette chance de pouvoir se dire on va faire des films, quoi. C'est la seule différence, et le seul petit truc où moi je me permets d'avoir un message, on s'en fout en fait, quoi. Que tu sois né dans une famille d'ouvriers polonais, tu vois, et que jamais de ta vie on t'a parlé de cinéma, jamais de ta vie t'as vu ton père mater un film, et que toi quand tu la regardes tu les vis différemment et tout, ouais, ça peut être ton métier, ça peut vraiment être ton métier. Juste fais les choses, quoi. Travaille à côté, gagne ta vie et tout, hein, perds pas non plus trop ton temps à essayer de faire des films, parce que sinon au bout d'un moment ça va plus être vivable et tu vas t'en dégoûter.
Mais fais les choses, fais juste les choses et puis tu verras, ça va se faire tout seul. Si tu dois continuer, en fait, l'univers va te montrer que tu es dans la bonne direction. Donc du coup, et si t'es pas dans la bonne direction, l'univers te le montrera à un moment ou à un autre aussi, tu vois. Mais voilà, c'est le cinoche, quoi. C'est les rencontrer. C'est ouf, mais tout ce que tu dis, ça fait écho à ce que je vis. Ça m'étonne pas. Il y a tellement de messages clairs qui viennent à moi, c'est ouf. Mais il y a forcément quelque chose. En tout cas, il faut foncer pour provoquer ces choses. Il faut le faire. Il faut se faire plaisir. Et toujours, mais toujours rassurer ses arrières. Ça, c'est important. C'est important, ben oui, parce que forcément, on est tout le temps en train d'écouter. J'ai pas encore réussi, je maintiens. Je parle en toute humilité. Demain, ça peut s'arrêter pour moi. J'ai pas fait mes preuves. Mais on entend toujours ceux qui ont réussi. Donc forcément, qui disent lâchez rien, les gars, vivez vos rêves. Et on n'entend pas les 99% qui ont foiré, quoi. Mais ces 99%, ça se trouve, ils sont très heureux aujourd'hui, quoi. C'est tout ce qui compte. Soyez heureux, quoi. Et si être heureux, c'est vivre avec 150 € par mois, mais faire des films, bah tant mieux, fais-le. Si t'es heureux avec plus d'argent et en vivant pas du cinéma et c'est pas grave, c'est très bien aussi. Et bien regarde des films chez toi et kiffe le cinéma de cette manière. Et peut-être qu'à 40, 50 ans, tu diras en fait j'aimais bien, et bah t'en feras à 40, 50 ans, quoi. Mais c'est l'important, c'est déjà de kiffer sa vie comme on l'entend et ne pas vivre les échecs comme des drames et voilà, quoi. C'est pas grave aussi, hein. C'est pas grave de ne pas le faire, quoi. 1 milliard de fois, moi je me suis dit stop, où je l'ai vraiment fait, et donc du coup pendant quelques mois j'oubliais le cinoche, on n'en parle plus, etc. Et puis en fait c'est comme je te disais, l'univers le ramenait à moi, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où je dis stop et tout, c'est le moment où on me dit ouais t'as eu le CNC pour Cro, t'as eu un prix pour tel truc et tout, quoi. Ouais, effectivement, typiquement mon voyage où je me suis barré, c'était pour réfléchir, pour me dire qu'est-ce que je fais de ma vie. Bah l'univers me dit bah gars, t'as eu un prix, c'est un petit truc pour un petit Mobile Film Festival, c'est un prix du jury, mais vas-y, peut-être que. Et voilà, l'univers se chargera de te le dire si tu fais bien ta route. Mais faut être attentif aussi. Ça peut être des micro-trucs que tu peux ignorer, comme du carburant, quoi. Des petits messages, des petits gars qui tu vas te dire je vais lui parler sur Insta parce que ce gars-là il m'intéresse et tout. Et puis bah paf, il va te répondre, j'en sais rien. Et ça peut être vraiment des mini-choses, quoi. Est-ce que tu as un quotidien ? Encore une fois, il n'y a pas de règle. Alors, j'ai pas envie que quand je dise mon truc, on se dise « Ah, je fais bien, je fais pas bien ». Parce qu'en fait, il y a des gens, ils bossent sur 50 projets en même temps. Moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'en avais beaucoup. Là, c'est différent. Tu vois, il y a vraiment pas de règle. Aujourd'hui, mon quotidien, là, je finis un court-métrage qu'on a fait avec le long-métrage, le dernier, qui s'appelle Holo, qui devrait sortir en mars, qui est le plus gros qu'on ait fait. En termes d'équipe ou de... Ouais, d'habitude, c'est 500 € et celui-là, c'était 2000. Tu vois, juste en termes de ça reste rien du tout. Ça reste une équipe vraiment... Vraiment, c'est schlag de chez schlag, mais le résultat est peut-être le plus pro. Donc c'est finir Holo. Je bosse à quasi temps plein sur mon long métrage, qui est en pseudo-financement. Et donc ça se passe super bien jusqu'ici. Ça me prend tout mon temps. Et sinon, après, voilà, j'essaie quand même de caler d'autres projets parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça se passe super bien pour le long, pour l'instant, mais voilà, l'expérience fait que rien n'est acquis. Que je me dis demain, on ne sait jamais. Au final, les financiers peuvent faire ouais, finalement non. Enfin bref, on ne sait pas. Donc j'ai quand même d'autres projets qui sont à côté. Donc je développe beaucoup avec Jérôme, en l'occurrence. Et puis voilà, quoi. En fait, c'est des fois tu bosses pas pendant 2 semaines sur un truc et puis t'as eu un retour, donc tu dois faire ce truc là, donc tu passes 3-4 jours dessus. Pour mon long métrage par exemple, on nous a demandé une V1 en 2 mois, donc on a taffé d'un coup, j'ai tout bloqué, j'ai arrêté Holo, machin, pendant 2 mois j'ai fait que ça. Et
Et puis ouais, voilà. Donc c'est éparpillé, tu t'adaptes en fonction de ce qu'il y Ouais, a. j'ai pas de règles, à part je te dis que oui, j'ai vraiment une rigueur de travail, je commence pas après 9h du mat, quoi. Et puis je finis en fonction des besoins, je peux finir à 23h, mais en tout cas j'aurai un 9h-20h de base, quoi, du lundi au vendredi, et si je peux prendre un week-end, je le prends, si je peux pas, je travaille plus, mais en tout cas il y aura pas moins, quoi, ça c'est sûr et certain. Il y a une rigueur de travail, je vais pas me foutre devant la télé et rester 4 heures devant, et après je reprends le travail et tout. J'ai quand même une grosse rigueur de taf, et si je suis pas en train de travailler parce que par exemple tout est en lecture, tout est machin, tout est fait, je suis tranquille, je vais me dire oula, il y a un souci, et je vais quand même prendre ce temps pour je sais pas, prendre de l'avance sur ça. Au mieux organiser. Voilà, là, pour exemple, pour le long, je commence déjà à storyboarder, tu vois, parce que je me dis, voilà, au moment où on me le demandera, où je rencontrerai telle ou telle équipe et tout, moi, voilà, j'aurai déjà mes dessins qui seront prêts. Il n'y a pas vraiment de temps de pause, à part ceux que je m'impose, parce qu'à un moment aussi, il faut pas faire que ça, parce que tu deviens fou. Moi, en l'occurrence, le sport, c'est hyper important dans mon quotidien. Ouais. Et du coup, il y a un moment le soir où je coupe pour faire ça, et puis c'est une rigueur en soi aussi. Mais le fait de pouvoir débrancher le cerveau et faire autre chose que du cinéma, ça te permet, quand tu reviens au cinéma, t'as vraiment la niaque, quoi. Ouais, il y a un vent frais qui arrive pour. C'est ça, pour et c'est très important de voir des gars qui sont. Moi, j'ai plein de potes qui sont pas du cinéma, et je les vois, et ça me fait du bien. Et c'est que comme ça que le lundi, quand je reviens, j'ai la niaque. Mais des fois, comme voilà, il n'y a pas de règle, des fois, je travaille du lundi au dimanche non-stop. Et des fois c'est un petit peu moins, quoi. Il n'y a pas de règle, juste voilà, c'est sûr que c'est important d'avoir plusieurs projets en même temps. Tu peux pas être que sur un, parce que si celui-là s'arrête, t'es sous terre, quoi. Tu trouves voilà, tu peux partir vraiment en couille. Donc du coup, s'il y en a un qui s'arrête, c'est pas grave, il reprendra plus tard. En attendant, c'est celui-là. Et puis on sait tellement pas d'où ça va arriver, tu vois, de qui va faire marcher quoi, que du coup, autant planter des graines partout où tu peux, quoi. Ouais, c'est toujours conseillé, forcément. C'est toujours conseillé, tout en gardant son style, tout en gardant son intégrité et tout, tu vois. C'est vrai que si demain, on me demande de faire un truc super bien payé et tout, mais qui correspond en rien à ce que je veux faire, etc., que ça va vraiment donner une idée un peu chelou de ce que je veux faire de ma carrière, tu vois. Je pense que même si c'est super bien payé, c'est mon devoir de dire non. Ouais. Enfin, de penser au long terme et de me dire, ouais, bon, ok, ça fait beaucoup d'oseille, mais enfin, c'est pas moi, quoi. Et ça va donner un mauvais message sur ce que je veux faire dans ma vie, quoi. Justement, question plus factuelle, comment aujourd'hui tu arrives à gérer ton argent, comment t'en gagnes, et quel statut t'as aussi? Alors c'est les droits d'auteur, pas mal, et un statut d'intermittent que j'arrive à renouveler sur les différents projets, etc. Donc du coup, il y a l'intermittence qui est là. Quand ça travaille, bah, c'est cool. Quand ça travaille pas, bah, c'est très cool aussi. Heureusement qu'on a ce système. Ouais. Les droits d'auteur, quand ça tombe aussi, c'est très cool. Et puis après, il y a les droits d'auteur, c'est les développements aussi. C'est les scénarios que les producteurs veulent développer. Donc du coup, ça c'est payé en fonction de t'avais deux, ton premier traitement par exemple, ton deuxième traitement, ton premier séquencier, t'avais 1, t'avais 2, t'avais 3 et tout, chaque échéance c'est payé, quoi. Donc c'est sûr que moi qui ai vécu toute ma vie par un salaire tous les mois, il y a un moment où il fallait que je désapprenne tout ça. Fait que je me remette en mode ok, l'important c'est que y ait l'oseille qui tombe et que je me fasse un coussin. Donc du coup parfois tu gagnes beaucoup d'un coup, donc ton objectif c'est quand même de bien le gérer, de faire des réserves, et après d'un coup tu gagnes normalement ou moins pendant 2 mois. Donc du coup il faut que tu ailles piocher sur ce que tu as mis de côté, etc. Il faut juste être organisé là-dessus, et puis normalement ça roule, quoi. Mais faut s'organiser, c'est sûr. Ok. Ouais. Est-ce que tu travailles sur ordi déjà? Ouais. Pas sur papier, pas à l'ancienne. Ah si, carrément. Je travaille sur l'ordi pour l'écriture et pour finaliser les dossiers. Ouais. Moi, sinon, j'ai un carnet de dessins et de croquis, et tous mes textes, toutes les bases de mes scénarios sont dans un carnet.
et qui est rempli de bordel. Et dès que j'ai des réunions, c'est plutôt là-dedans que j'écris, parce que je mémorise plus facilement en écrivant. Mais la finalité, c'est toujours des dossiers numériques où je dessine sur iPad pour que ce soit beaucoup plus facile de faire des mises en page, etc. Parce que quand je vends, entre grosses guillemets, quand je vends des projets, je me contente pas de juste avoir un traitement ou un scénario, tu vois, où j'essaie de vraiment les illustrer au maximum. Pour faire vivre une expérience au lecteur. Et puis même dans mon tracé, graphiquement, on peut voir aussi l'énergie qu'il y aura, quoi. Comment je visualise ce perso, comment je vais le dessiner, celui-là, de manière plus agressive que celui-là. Enfin, il y a plein de choses qui se dégagent au final des dessins. Et puis de toute manière, on va pas se mentir, les gars aiment bien les réalisateurs qui peuvent montrer le maximum, quoi. Genre, si tu dessines, montre-le. Si c'est autre chose, si tu fais de la musique et que t'as déjà un peu des bouts de BO de ton film, bah montre-le aussi, quoi. Tout ce que tu peux faire. Ou si t'as fait une fiction audio où t'as ton premier acte juste en audio, mais où t'as mis les ambiances, les machins et tout, fais-le écouter, quoi. Enfin, tout ce qu'il y a en plus de juste écrire. Parce que des dossiers à lire, ils en reçoivent mais 50 par semaine, quoi. Donc du coup, pour que tu sois lu, bon, déjà, il faut avoir une relation en amont, mais si tu peux proposer un mini truc en plus, faut y aller, quoi. Si ça peut être coloré, pour le coup, comme dans mon cas, coloré de dessin et de machin et de trucs, au moins ça pousse à tourner les pages, quoi. C'est sortir ça fait un peu du lot, quoi. Bien sûr, je pense. Est-ce que pour t'organiser, tu utilises des outils ou pas? En ce moment, j'utilise Notion, mais il y a aussi Trello, il y en a d'autres, ou même juste les notes. J'utilise mon calendrier sur l'iPhone. Les to-do list, je les ai dans mon carnet. Ce que je dois faire dans la semaine et tout ça, ce sur quoi je dois taffer, mais j'avoue, j'ai pas de... pour le coup, je suis plutôt à l'ancienne, je crois. Mais parce que je retiens mieux en l'écrivant sur papier, tout ça. Mais après, je suis aussi un malade de taf, quoi. C'est-à-dire que je fais ça tout le temps, donc c'est naturellement organisé, quoi. Quand on me dit un truc le lundi et que je sais que c'est pour le vendredi, j'y pense toute la semaine. Donc tu vois, il n'y a pas un moment où je fais ah ouais merde, c'est vrai, j'avais ça pour vendredi. Tu vois, ça m'est pas arrivé depuis le lycée, quoi, de putain, j'avais des devoirs. Non, c'est je le sais parce que je pense qu'à ça. Ouais, je vois. Je pense qu'à ça. Je sais que vendredi, j'ai rendez-vous avec machin, donc je dois lui présenter ça. Donc bien sûr, ça m'occupe l'esprit parce que ce rendez-vous est méga important pour moi. Même s'il y en a un autre qui est le mercredi ou quoi. Enfin, tu vois, c'est automatique. Voilà. J'écris, quoi, sur papier. Et tu rayes sur le papier, ça doit faire du bien, ça. Ouais, il y a de ça où je surligne en gris. Mon carnet est que en noir et blanc. Mes dessins sont toujours en noir et blanc. Je suis très mauvais en couleur. Je vois même sur ton Insta, c'est en noir et blanc. Ouais, en règle générale, ouais, je suis assez désaturé. Je laisse les couleurs à ceux qui savent les maîtriser. Et ouais, je peux surligner en gris aussi. Ok. Est-ce que tu veux du café ou du vin? Non, toi, tu veux de l'eau? Allez, ouais. Non, ça va, merci beaucoup. Ça va, nickel. Des petites questions un peu plus factuelles. La cause animale pour Crow, pour pas bouger, pour pas mal de... Enfin, j'ai l'impression qu'elle est très présente dans tes, dans tes films. Qu'est-ce que tu... Elle est présente dans ma vie au quotidien, en fait. Ouais. C'est un truc qui a grandi avec moi et c'est devenu très important pour moi, de la jeunesse de Crow à aujourd'hui. Et j'ai vu le monde un peu changer aussi en même temps que moi. J'apprenais ce que les animaux vivaient, en fait. Je voyais aussi beaucoup de gens en prendre conscience et la conscience se développer là-dessus, fort heureusement. Et aujourd'hui, ouais, c'est probablement ce qui me touche le plus, quoi. C'est les conditions dans lesquelles vivent des espèces intelligentes, douées de sens, qui ressentent autant que nous, que ce soit les émotions ou les douleurs, et qui soient traitées comme ça. Mais en fait, ça va de pair avec tout ce que je t'ai dit avant. C'est-à-dire, pour moi, le pouvoir, c'est une responsabilité. Donc si on domine, on doit en faire une responsabilité. Pas autre chose. Pas écraser, pas vouloir briller encore plus. C'est une responsabilité de devoir faire de cette puissance quelque chose de bénéfique. Et du coup, on domine la nature et les animaux aujourd'hui. On peut faire ce qu'on veut, on peut les tuer, on peut les manger, on peut... Et ça, je suis pas pro-vegan, tout ça, je le suis pas moi-même,
Mais c'est une responsabilité de manger des animaux. On n'est pas obligé de faire ça à ce niveau astronomique, quoi. Et la cruauté envers les animaux aussi, c'est quelque chose qui me terrifie, dans le sens où pour moi la cruauté de toute manière sur quoi que ce soit, c'est quelque chose de condamnable. Et c'est vrai que quand on me dit ouais je défends la cause, mais parce que pour moi c'est quand je vois que quelqu'un peut tuer un chien en le jetant du 5e étage de chez lui et prendre 10 000 € d'amende, et il va pas en tôle parce que son avocat s'est démerdé, et les 10 000 € au final il va jamais les payer. Je me dis comment c'est possible que ça existe, quoi. Parce que il prend la responsabilité d'adopter. À un moment il veut un chien à un moment T de sa vie, et puis après il en veut plus, donc du coup pour lui c'est moins qu'une plante verte, je peux le jeter par dessus. Enfin des trucs comme ça qui sont pour moi complètement intolérables. Mais ça va de ça jusqu'à la surpêche, tu vois, parce qu'un poisson ressent la douleur et que on peut arracher les ailerons d'un requin et le refoutre dans la flotte. Parce qu'on dit c'est bon, on a les ailerons, on fait que des soupes d'ailerons, le reste on n'en a pas besoin. Et puis en termes d'argent, ça représente rien. Pour moi, c'est vraiment la chose aujourd'hui, avec bien sûr, mais ça va de pair avec l'écologie, c'est la chose la plus dramatique qui se passe sur Terre, quoi. On vit entouré et on doit vivre ensemble, pas que ensemble en tant qu'être humain, ensemble avec tout ce qui nous entoure. Je sais pas comment c'est pour les gens, mais je sais pas, tu vois à Super U, quand tu commandes des crevettes grises, hop, on t'en passe un. Et le soir, il en reste toujours 3-4 qui sont par terre et tout. Mais c'est des vies, quoi. C'est des vies qui seront crevées pour rien. Elles vont être écrasées, foutues dans les égouts, quoi. Et c'est mort pour rien, quoi. Et il n'y a eu aucun respect de cette vie. Et ça, c'est l'abondance qui fait ça. Moi, je regarde pas mal de youtubeurs justement qui donnent un petit peu la parole aux fermiers et tout ça, et ils ont un profond respect. En tout cas, ce que je vois, ce qu'on montre et la manière dont ils le disent, on dirait qu'il y a un respect pour l'animal, parce que justement, on dit quand tu le tues, tu peux ressentir que de l'émotion. Tu l'as éduqué, tu l'as tué, tu vas le respecter. Ouais. Et t'en manges pas tous les jours, en fait. Ouais, jamais. En fait, tu vas pas tuer tous les jours des poulets et les manger et les jeter, quoi. Moi, réduire sa consommation, c'est aussi pour ça, de viande et tout ça, et de produits animaux, c'est aussi pour ça, pour un peu, quand tu l'as, il y a un respect, il y a une reconnaissance pour ce que tu as dans l'assiette, quoi. Ouais. C'est bien fait, tu prends le temps de le faire. Quand je mange du bœuf une fois par mois peut-être, quand c'est au resto ou quand je vais chez ma mère et que c'est elle qui le fait dans un plat, quoi. Ouais. Mais du coup, quand je le mange, le goût est complètement différent. Tout est vraiment, tous les sens sont et il y a beaucoup plus de respect pour ce que j'ai dans l'assiette que si c'était, comme tu dis, en abondance et que je l'avais tous les jours, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui sont au centre de tous mes projets. Et c'est dans mon long, c'est dans tous les projets de long et de série, etc. C'est toujours là. Parfois c'est un peu plus enfoui que d'autres, mais c'est vrai que ce truc de dézoomer un petit peu, de remettre les choses en perspective, et là, ouais, surtout à l'époque quand je développais le long métrage, la version long métrage de Crow, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important sur la cause animale, en fait. Et c'était vraiment le sous-texte aurait été, en fait, c'est quoi le prix de la vie, quoi. C'est marrant, mais tu as une manière de diffuser ces messages qui sont au début, il y a quelqu'un qui arrive en tant que, tu dis c'est un héros, il va sauver le problème, le souci, et puis ensuite tu te mets à pas l'aimer. En fait, ça me fait penser à Hancock un peu, avec Will Smith, où tu te dis en fait il est gentil, mais il est pas très gentil, il fait beaucoup de dégâts, et en fait il est en train de tout déglinguer, mais en même temps il a sauvé un truc qu'on avait consciemment repéré comme étant mal. Je pense à Pas bouger, en fait, où il arrive, il déglingue, il massacre. Il prend ça dedans. On a eu des retours là-dessus où certains disaient ouais, mais soigner le mal par le mal, c'est pas une raison et tout. Et puis ces gens ont totalement raison. À un moment, je vais faire l'apologie de la haine. Mais le message était quand même de juste. On remet les choses en perspective, quoi. On voit ce que ça nous ferait à nous. Voilà. Un chien, ça a un amour inconditionnel pour son maître, quoi. C'est inconditionnel. Et c'est un truc que nous, on est incapable de faire. Genre, il n'y a pas une personne qui serait capable de nous dire, mais moi, j'ai un amour inconditionnel. Ou alors, vraiment, c'est pour son enfant ou quelque chose comme ça, la chair de sa chair. Le chien, lui, c'est à peine tu l'adoptes, c'est automatique. Et il te donne une confiance aussi que, à mon avis, personne sur Terre te donnera.
Et de la nature humaine, chez certains, c'est de pouvoir briser ce truc sans aucun problème. Et en fait, de le faire, c'est d'une violence extrême, et en fait, de remettre le truc un peu à l'envers, et toi, tu vas te prendre à ton tour cette violence-là. Et du coup, je voulais pas de cadeau. Je voulais vraiment qu'il y ait un truc de ce gars-là s'en rende compte et il s'excuse et on s'en fout qu'il s'excuse, quoi. Ça va bien Parce que plus le loin chien, ouais. est-ce que derrière demande quoi que ce soit, enfin, on lui demande pas son avis. Et donc à ce mec-là, on lui demande pas ce qu'il ressent non plus. Hop, il est là et puis ça finit. T'es attaché à ton truc et encore un tout petit peu d'humanité, on te met une petite couverture de survie. Allez, comme ça, t'auras pas froid. Ça, c'était juste le petit clin d'œil, quoi. Tiens, comme ça, t'auras pas froid. Sans rancune, mec. Je suis désolé. Tu l'excuses? Non, il t'excuse pas. Tu restes avec moi. Je voulais te parler un peu de ton rapport à YouTube, mais aussi savoir ce que tu fais en dehors des vidéos. Donc choisis la question qui t'inspire le plus. Bah, on peut aller où tu veux. YouTube, j'ai pas de rapport à YouTube, c'est-à-dire que les trucs qu'on a fait avec long métrage, le but c'est d'être vu. Aujourd'hui, on a fait une chaîne YouTube parce que c'est plus simple qu'Instagram au final mais on n'a pas fait de pub. À aucun moment on a dit ouais, tout le monde sur la chaîne long métrage, donc du coup. Il n'y a pas vraiment de promo, on l'a pas fait marcher. Pour Holo, ça va peut-être être autre chose parce que comme c'est un 20 minutes, sur Instagram c'est pas possible, c'est de l'anamorphique, donc ça va péter les yeux. Donc je pense qu'il y a moyen on le mette sur YouTube et qu'on dise voilà, c'est sur YouTube pour ceux qui veulent. Et après, la seule chose que je me dis, c'est que moi j'adore faire des courts-métrages, j'adore faire. Donc même si j'ai des longs, même si j'ai des gros projets, etc., c'est toujours trop cool de faire des courts et qu'il y a un super truc qui est l'aide à la création pour les youtubeurs, il me semble, tu vois, enfin l'aide à la création. NCNC Talent. Un truc comme ça, ouais, qui s'est développé et qui est aujourd'hui archi utilisé par les grosses stars de YouTube pour faire des courts-métrages. Et les conditions, c'est d'avoir 10 000 abonnés et de pouvoir faire un dépôt de dossier. Et ça, en fait, je t'avoue que dans un coin de ma tête, je me dis qu'à un moment donné, si après Holo, j'ai quand même envie d'en faire, j'aimerais bien pas les faire comme ça à l'arrache, mais au moins avoir un petit chèque et pouvoir payer les potes qui sont là, parce que nos tournages ils durent que un jour ou deux, quoi. De pouvoir payer les gens qui viennent, faire ça un tout petit peu mieux, une post-prod un peu plus confortable et surtout ne pas mettre 6 mois entre le tournage et la finalisation parce que tout est gratos. Pour ça, faut 10 000 abonnés et après tu peux faire tes dépôts de dossier au CNC. Ça peut-être que ça pourrait être intéressant et dans ces cas-là j'en parlerai autour de moi pour qu'on se dise bon bah faisons de la pub pour choper ces 10 000 abonnés, quoi. Ouais. Mais sinon en soi c'est pas prévu, j'ai pas prévu de faire quoi que ce soit sur YouTube. Moi, mon objectif c'est de faire du long, c'est de faire de la série, c'est de faire des trucs comme ça et pas à destination de YouTube. Mais après je sais pas de quoi demain sera fait, donc je dis non à rien, mais juste pour l'instant c'est pas dans les plans. Et puis ton autre question c'était... Qu'est-ce que tu fais à côté de la vidéo? Tu m'as parlé de rugby du coup. Ouais, rugby c'est important, dès que le temps me le permet et tout, c'est hyper important pour l'équilibre. Débrancher le cerveau et faire un match et avoir l'esprit de compétition pour complètement autre chose, et puis t'as un seul objectif en tête et puis cet objectif t'as 90 minutes pour l'atteindre, c'est autre chose que vouloir faire un long et ça peut te prendre 5 ans, 10 ans, 3 ans, 1 an de ta vie, quoi. C'est ce qu'on m'a dit, pardon je te coupe, dans une interview on m'a dit à un moment varie la durée de tes projets et l'importance de tes projets, parce qu'un truc qui se termine dans un mois ou enfin dans une semaine, ça fait beaucoup de bien dans un processus qui dure quand tu as un processus qui est en cours et qui dure 5 ans, ça fait beaucoup de bien d'avoir un truc qui se termine le mois prochain et qui fait du bien, quoi. Tu viens sans doute d'expliquer pourquoi j'ai envie de faire des courts-métrages, en fait. Okay. C'est ça, je pense que recevoir ta décharge de dopamine parce que tu as atteint ton objectif sur un truc de 1 semaine, c'est important pour te donner le carburant pour les trucs qui prennent 1 an. Et donc il faut avoir moi je parle en victoire, et en fait de temps en temps une victoire c'est très important, et il faut savourer les petites victoires, et faut pas avoir peur non plus de les savourer parce qu'on se dit oui mais ça peut ne pas marcher ou quoi. Quand il y a une victoire, faut vraiment la savourer et tout parce qu'elles sont suffisamment rares. Mais si tu peux en avoir au cours de ton année plutôt qu'attendre la grosse victoire mais qui met 3-4 ans à arriver, c'est sûr que c'est important pour la santé
de ta tête. Et ça me fait penser à Xavier Dolan qui disait à un moment j'en ai marre de réaliser des films parce que déjà je rentre complètement en profondeur de mon âme, etc. Et aussi c'est des projets qui durent hyper longtemps, puis après il y a toute la promo qui suit et c'est très très lourd à porter. Et il voulait revenir un peu au statut d'acteur parce que tu as un texte, tu le fais, ça marche, c'est très bien, tu penses plus à rien, tu peux te concentrer sur autre chose après. Dans son process d'écriture, je pense qu'il met beaucoup de lui dedans, il met beaucoup de son vécu. On le met tous, hein, mais on le camoufle plus ou moins. Moi, en l'occurrence, c'est assez camouflé, mais chez lui, c'est frontal. Et peut-être que ça doit être extrêmement épuisant pour lui de se mettre à nu à ce point. Et il faut aussi savoir que le sujet dont tu parles, il faut que tu te dises, ok, c'est un sujet que je vais pouvoir vivre pendant 3 ans. Parce que tu vas devoir vraiment soutenir le projet, le réaliser et derrière en faire la promo. Donc tu as intérêt à ce qu'il soit pas obsolète déjà l'année prochaine et ensuite que toi tu puisses le porter, quoi. Parce que si c'est pour parler de je ne sais quelle maladie qu'a eu ton père ou je sais pas quoi, mais tu as intérêt à ce que ça te flingue pas. Parce que si tu dois pendant 3 ans parler de la maladie de ton père, tu as intérêt à être solide, quoi. Ouais. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce qu'il dit, quoi. Tu parlais, on en a souvent parlé de l'entourage et de tout le bien que pouvait nous apporter, tout le carburant que pouvait nous apporter l'entourage. Moi, ma boîte s'appelle La MIF Production, même le podcast. C'est qui pour toi ta MIF? C'est qui pour toi ta famille? Il y en a plusieurs en fait. Je pense il y a celle du ciné, il y a celle du rugby, il y en a plusieurs types et il y en a qui vadrouillent entre toutes, quoi. Mais je dirais que ma MIF de ciné, c'est ceux avec qui je taffe aujourd'hui, quoi. C'est déjà toute avant le court-métrage, tous ceux avec qui j'ai bossé sur mes premiers cours, sur mes premiers projets. Et en fait, quelqu'un que je peux rencontrer demain, mais qui va donner de lui et qui va être prêt à saigner pour que le projet vive va faire partie de cette famille, quoi. Je suis pas contre les rencontres qui arrivent en 24 heures et puis en fait en 24 heures le mec t'as l'impression que tu l'as connu toute ta vie, tout ça, quoi. Genre, j'ai aucun problème avec ça et après sinon la MIF d'enfance, tu vois, les potes d'enfance, c'est encore autre chose, tu vois, c'est les gars que tu vois sans condition. C'est tes potes parce que au bout d'un certain temps tu commences à rencontrer des gens et ça peut être des gens où c'est une amitié à raison, c'est-à-dire que on s'est rencontrés dans ce milieu-là pour faire ça et aujourd'hui on se voit et on est potes parce que quand même on crée ça ensemble. Et il y en a d'autres, t'as été pote avec eux quand t'avais 10 piges, il n'y avait aucune raison d'être pote avec ces gars-là, juste t'as été pote parce que voilà, on a échangé des cartes Pokémon ou j'en sais rien. Et en fait aujourd'hui c'est encore tes potes sans raison, il n'y a pas de raison de les voir, il n'y a pas de raison, mais c'est juste tes potes. C'est plusieurs catégories différentes. Je dis pas qu'il y en a une qui est au-dessus de l'autre ou quoi, hein, parce qu'il y a des gens du boulot qui peuvent être formidables et hyper importants, mais non, mais je pense que les unes complètent les autres et carrément, comme je te dis, ça voyage, hein. T'as des gens qui sont dans ta famille ciné et puis d'un coup en fait c'est comme si on se connaissait depuis tellement longtemps et puis tu vas mettre dans la catégorie des gens que tu vois pour aller en vacances et puis faire carrément autre chose que du cinéma et puis on va faire des rencontres toute notre vie, surtout dans ces métiers-là, donc autant être ouvert à ça sans jamais se dénaturer, quoi. C'est quand même assez important aussi ta MIF d'enfance te permet de garder les pieds sur terre. Quand on regarde ce qu'il a fait Orelsan, je pense que franchement c'est en grande partie grâce à son entourage et que si aujourd'hui c'est ce gars humble que tout le monde aime en se disant voilà, ça c'est exemplaire, ok, c'est cool de le dire, mais je pense que pas tout le monde serait capable de faire comme lui parce que lui il a été tellement bien entouré, il a réussi avec ses potes et c'est les potes qui lui permettent de garder les pieds sur terre, quoi. Mais en général la réussite c'est un truc très solitaire, donc du coup on s'éloigne très vite des gens qui nous entourent, donc c'est un truc de groupe, quoi. C'est de toute manière réalisateur, je parle pour moi, c'est un truc d'équipe, quoi. C'est pas un métier, on fait pas les choses tout seul, quoi. On peut écrire tout seul dans sa chambre, mais c'est parce qu'on imagine que machin va faire la lumière, machin va faire ça, machin va faire ça, machin, parce que je vais les diriger dans cette direction et tout, et c'est ça qui est mortel, quoi. Mais c'est clairement pas un truc tout seul, quoi. C'est sûr que la MIF a intérêt d'être là, quoi.
Ouais, c'est dur de trouver l'équilibre, forcément. C'est dur, et puis c'est dur de trouver les équipes, quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Mais on peut, en faisant plein de trucs, et puis en changeant de chef-op, de cadreur, voilà, en essayant d'autres acteurs, d'autres gars pour le son, pour machin. Et puis des fois, il y a des gars, ils comprennent tout de suite. Et ça match tout de suite, et puis professionnellement, ça se passe super bien, et puis dans le privé, ça se passe aussi hyper bien, quoi. J'ai une dernière question. Petite dernière question. Est-ce que tu as des conseils de livres ou de films docu? Ouais. Alors, moi, je suis très BD. Hein. Genre, je lis un max de BD. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Là, je lis une vieille BD, From Hell. Qui a un parpaing comme ça en noir et blanc sur Jack l'Éventreur qui est assez folle en termes de graphisme et même en termes d'histoire, plongé dans cette époque et tout, c'est quand même assez fou. C'est extrêmement bien documenté. Alors, je suis pas spécialement passionné par ça, mais c'est juste que graphiquement ça m'intéressait, et quand j'ai commencé à feuilleter le truc, je me suis pas arrêté, quoi. Et donc je dirais que ça, c'est pour ceux qui kiffent la BD, c'est très cool. Et en termes de films et tout ça, alors c'est très paradoxal, mais moi je suis pas très cinéphile. Et ça, si je peux en profiter pour faire passer un message, je dis que c'est pas grave, quoi. C'est vraiment pas grave de bien aimer, de faire les choses. Et enfin, tu vois, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Chez moi, ça se vérifie à 1000%, quoi. C'est-à-dire que tu vas me parler il y a des gars, ils me parlent de films et de trucs comme ça. Je suis incapable de capter de quel classique il parle. Je suis là, ah ouais, d'accord et tout. Ça me parle de fou. Et pourtant, je kiffe faire des films et j'adore ça. Et je vais pas faire dans le style de Tarantino, parce que voilà, lui c'est un ouf de cinéma, c'est toujours un ouf de cinéma, et qu'il connaît par cœur, il va te faire ce travelling parce que c'est une référence à tel machin. Moi je suis incapable. C'est assez viscéral le truc, je fais les choses parce que je les sens et parce que j'ai envie de les faire comme ça, quoi. Là, tu travailles avec ton cœur, ça se ressent depuis le début, j'essaye, donc c'est pas grave de pas. Donc c'est vrai que je vais pas aller de mes conseils de films bidons, parce que moi je suis fan de Gladiator, quoi, tu vois. je vais pas conseiller Gladiator de Ridley Scott, quoi, ou Alien. Mais qu'est-ce que je peux avoir vu récemment de très bien, Big Bug de Jean-Pierre Jeunet. Non, je rigole, pas du tout. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Non, mais c'est juste ça me parle énormément. Ce que tu dis, c'est surtout que je culpabilisais de pas avoir des notions incroyables, une cinéphilie de malade et une bibliothèque de DVD de taré, là. Exactement. Tu connais pas ça? Mais je connais pas. Mais c'est un classique, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais moi ça a été tout le temps, ça a été comme ça. Je me disais, bon, je suis une merde, je suis pas fait pour ça. Parce qu'il y a des gens, ils font même pas de ciné, ils ont vu plus de films que moi. Donc bon, je suis bidon. Mais en même temps, je sais pas, t'as des auteurs de bouquins, ils ont pas lu tout ce qui a été écrit, quoi. Enfin, je sais pas, je ne suis pas doté de la raison ultime, mais je pense que voilà, si tu veux faire les choses, tu peux aussi juste faire, quoi, et on verra, quoi. T'as pas besoin de mater des gars faire du roller pour pouvoir, toi, te dire, je vais mettre les miens et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Non, mais si toi t'es capable de faire tout ce que tu fais sans avoir une culture énorme, je me dis que c'est carrément capable. Vraiment, ça fait écho de ouf à ce que je bah tant mieux, tu vois, voilà, c'est pour ça aussi que je veux le dire, parce que s'il y a 3 personnes qui vont faire ah cool, moi non plus, bah tant mieux, voilà, c'est juste ça le psy-carburant de mec, il y a zéro culpabilité, quoi. Enfin, encore une fois, je suis personne pour dire ça, mais voilà, c'est fais des films, quoi. Et puis si t'aimes mater des blockbusters, mais mate des blockbusters. Et puis si t'aimes les putains de films d'auteurs post-soviétiques et tout, mais mate ça aussi, y a pas de problème. Mais voilà, chacun a sa façon de voir les choses, et chacun a ses inspirations, sa cinéphilie et tout. Et puis si toi, voilà, bah tu mates un film. Moi je mate, je sais pas, un film par semaine, et encore quand je peux. Et j'en connais des gars avec qui je bosse, c'est un film minimum par jour, quoi. Tu peux pas vivre sans ça. Je sais pas comment ils trouvent le temps. Moi, je peux vivre sans complètement. Oui, moi aussi. Complètement.
Voilà, je mate des séries de merde aussi, et je mate des vidéos YouTube de merde, de gars qui construisent des cabanes dans la jungle avec... Exactement, voilà, primitive technologie. Je reste comme ça, là, bien devant, sûr. et je débranche, je sais pas. Hein, Donc, du coup, mes recos sont nuls à chier, juste une BD, quoi. On regarde la BD, c'est parfait. Voilà. Je vais terminer ça par t'offrir un petit cadeau symbolique que j'offre à chaque fois, à chaque fin d'interview. Les desserts libanais. Ah, j'en mets. Fait par un artisan, j'aime bien le rappeler, tu vois, ça Ouais, donne ouais. quand même du poids. Du coup, ce sont tes origines, je me doute. Ouais. Trop bien. Origine libanaise, origine arménienne aussi, mais là, pour le coup, c'est libanais et c'est bon. C'est pas trop gras par rapport Ouais, ça a une gueule de truc un peu bien sucré, bien fat, mais ça l'est pas trop. T'en manges un avec ton café et c'est tout. Là. Ouais, ok. Faut que je le goûte maintenant ou ça te va si... non, tu le goûtes quand tu veux. Je veux les partager surtout, Bah, tout ce qu'il y a. Ouais. C'est trop cool, trop bien. Très bien, et vraiment merci beaucoup d'avoir été aussi généreux dans ta parole et dans toutes tes histoires et tout ça. Vraiment, c'était une belle partie de plaisir. Bon courage pour le montage. Ouais, je vais me faire kiffer. Et j'espère vraiment que tu iras très loin parce que tous les sujets, la manière dont tu les amènes, vraiment, ils me touchent énormément et je pense qu'ils touchent beaucoup de gens. Ta philosophie de vie aussi me touche, donc vraiment, j'espère que tu iras très très loin. Trop cool, j'espère que ça va parler à 2-3 personnes en tout cas, mais si toi déjà... ça te parle un peu, moi je suis là pour ça. Au moins j'aurais réussi ça. Quoi. Moi déjà j'en ressens grandi. Mais moi je me fais des conférences avec ces interviews, c'est génial. L'idée du podcast ça défonce. Au final tu dois avoir des gens qui doivent être trop inspirants, trop intéressants et tout, et tu te fais ton carburant comme ça. Hein. Exactement. Ça défonce, c'est une bonne idée. Bah ça fait plaisir quand c'est ce genre de parcours en tout cas. Avec plaisir. Donc merci et tous les liens sont dans la description. Où est-ce qu'on peut te retrouver, surtout sur Instagram? Ouais, enfin là tu vois je suis dans le travail de l'ombre, donc du coup forcément c'est des trucs qui sont pas voyants. Il y a Holo qui va sortir le mois prochain. Donc plutôt YouTube on ça, va mais on va en parler sur Instagram, ouais. Il n'y aura pas de galère pour suivre, mais sinon en règle générale oui, les trucs long métrages finiront sur YouTube, mes dessins finiront sur Instagram et les vidéos quoi que ce soit finira sur mon Vimeo parce que c'est une page qui est cool pour tout concentrer. Sinon le taf de l'ombre, Inch'Allah en 2023. Ok, et bon on attend ça avec impatience. C'est cool. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Insta @lamifproduction au pluriel si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez intervenir dans mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Du kiff. Ciao.